Alors bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans Lexique Bobisso, dans la rubrique Panafricanisme expliqué. Dans le numéro précédent, nous avons déjà vu avec vous les 7 royaumes sur lesquels juraient les rois du Congo. Aujourd'hui, nous revenons un peu plus en profondeur sur ces 7 royaumes. À vous la parole. Bonjour tout d'abord. C'est qu'il faut déjà comprendre une chose. Les royaumes africains matériels ont été tous été détruits. Et la destruction de ces royaumes nous a privés du patrimoine historique vrai et de nos archives, si j'ose dire, de nos archives historiques, qui nous auraient permis de pouvoir, sans discussion aucune et sans rejet aucun, de pouvoir étaler et donner aux générations futures tout ce que nous connaissons et tout ce qui a été notre passé historique. Mais heureusement que le royaume immatériel de l'Afrique n'ont pas été touchés. Donc ces royaumes immatériels n'ont pas été touchés. Et c'est là que nous sommes allés encore puiser pour vous refaire et vous reparler de ces royaumes sur lesquels jurait le roi de Congo, qui jurait sur cet royaume quand il était intronisé, parce que le roi de Congo était considéré comme le roi de tous les Noirs. Donc, il faudrait que ceux qui vont nous suivre puissent avoir la dimension spirituelle nette, acceptable. Ils n'ont point besoin d'aller plus loin, acceptable pour comprendre tout ce que nous aurons à donner. Dans le premier royaume, nous avons parlé de Mazimba Ethiopia. Mazimba Ethiopia, c'était le premier royaume qui, aujourd'hui, les gens appellent l'Éthiopie. Hein? Nous avions voulu garder le terme Mazimba à la place du terme royaume. Parce que souvent, quand on parle de royaume, les gens ont tendance à se référer à la conception de royaumes occidentaux. Il est tout à fait normal parce que ces mots-là et ces termes-là viennent d'eux. Donc, ils n'ont pas compris exactement. Ils les ont traduits selon leur mentalité et leur conception et leur, je dirais, environnement culturel et spirituel. Mais ils n'ont pas compris véritablement ce que nous, on appelait royaume. Alors, c'est pourquoi vous avez vu dans mon commencement, je parle des empires immatériels de l'Afrique. Retenez bien ça. Je parle des empires immatériels de l'Afrique, raison pour laquelle j'utilise le terme Mazimba. Vous utilisez le terme empire. En général, lorsqu'on utilise le terme empire, c'est qu'il y a eu bataille, il y a eu quelque chose de conquis comme ça pour qu'on parle de l'empire. Alors, dans ces empires-là, ont eu aussi à batailler pour se faire ce nom-là. Oui, ces empires ont eu à batailler parce que lorsque nous sommes arrivés sur Terre, il y avait des forces, il y avait des entités, il y avait des structures. Il a fallu instaurer ces Mazimba ici. Là où nous sommes descendus en premier, partout où nous sommes descendus, il y avait des énormes forces sur place. Il y avait des puissances, il y avait des êtres animés et inanimés. Et il a fallu un grand travail de pacification, un grand travail de conquête pour en arriver à mettre ces Mazimba en place. Donc ce n'est pas venu comme ça d'un coup. On a livré un combat. On a livré un combat dans le sens qui se soit spirituel et dans le sens, je dirais, physique et matériel. Donc on a livré un vrai combat. Et pour que nous en arrivons là, le combat était aussi individuel parce que tout un chacun devait livrer un combat contre certaines forces pour pouvoir intégrer ces notions et vivre dans ces ensembles qui étaient nôtres. Donc, le Mazimba Ethiopia, c'est là où ont été installées et conçues les 7 premières têtes des terres africaines. Les têtes de la terre d'Afrique. Les têtes de la terre d'Afrique. C'est là où ont été placées ces 7 têtes. Donc, la terre d'Afrique réside sur ces 7. Ce sont ces têtes-là qui sont propriétaires de la terre d'Afrique. Rien ne peut s'y faire sans eux. Et c'est lui qui rentre comme ça. Comme vous voyez bien la symbolique qui part des têtes. C'est lui qui rentre comme ça. Sans pour autant avoir la bénédiction de ceux-là. C'est ce qui se passe. On a vu même beaucoup des explorateurs, beaucoup des Européens, même beaucoup des Africains qui se sont aventurés à certains endroits, à certaines choses en Afrique, ont eu ce qu'ils ont eu. Donc, ce sont ces 7 têtes-là que nous allons parler. La première des têtes, c'est les têtes guerrières. Je voudrais d'abord, avant de rentrer dans ça, revenir sur quelque chose. Dans le Mazimba Ethiopia était régi par les lois qu'on appelle les lois des hospitalités. Les lois des hospitalités. Donc c'est ici qu'étaient des prêtres et des militaires. Les prêtres et les militaires étaient ici dans le Mazimba Ethiopia. Les prêtres africains, ceux qui, au commencement, comme on avait expliqué dans
numéro précédent, c'est ici que résidaient le prêtre et les guerriers africains. Donc, c'est-à-dire les militaires africains. Et ils étaient régis par les lois des hospitalités, qu'on appelle le Bouban-Danzenza, les lois des hospitalités. Et donc voilà, ici ont été posées les 7 têtes de l'Afrique. Il y a les têtes guerrières. 2. Il y a les têtes spirituelles. 3. Il y a les têtes scientifiques. 4. Il y a les têtes politiques et administratives, qu'on appelle souvent l'Ouyalou. 5. Il y a les têtes invisibles. Je dirais aussi mystérieuses, même magiques de l'Afrique. 6. Il y a les têtes du messager ou des messagers. Et 7. Il y a les têtes des clans, qui sont aussi considérées comme les têtes totémiques ou les têtes des morts. Voici les Mazimba Kachopiens, tous qui régissaient ce que vous appelez le royaume d'Éthiopie. Ce que les gens appellent aujourd'hui le royaume d'Éthiopie, que nous avions dit la dernière fois, qui faisait partie de ces vastes empires ou ces vastes royaumes qu'on appelait le royaume de Congo. Alors, parmi les 7 têtes, est-ce que vous pouvez pas nous le commenter légèrement ou... J'avais toujours dit que je donnerais la version ésotérique et exotérique. Vous savez, aujourd'hui, l'Éthiopie est resté le seul pays qui n'a pas été colonisé. Et nous disons toujours c'est les bastions étatiques de notre résistance. C'est-à-dire que de notre résistance face à toute forme de colonisation. Alors, il y a des choses que l'on peut mettre à la lumière du monde, simplement parce que ces choses continuent à régir. Donc, nous ne pouvons pas montrer à certains le chemin qui mène vers les empires immatériels de l'Afrique. Donc, on va s'arrêter là, les têtes guerrières, mais viendra un jour, on reviendra sur chaque tête. Il faut bien retenir les têtes guerrières, les têtes spirituelles, les têtes scientifiques, les têtes politiques et administratives, les têtes invisibles et mystérieuses, magiques, les têtes des messagers africains et les têtes des clans, têtes claniques ou considérées aussi comme des têtes totémiques et les têtes des morts, les têtes de nos ancêtres. Donc voilà, si vous voulez que j'utilise ces termes, voilà le Mazimba Ethiopia, c'est le premier de royaume, le premier Mazimba de royaume Congo. Le deuxième royaume, donc on parlera de Mazimba Ngana. Mazimba Ngana. Que les gens connaissent aussi par l'empire du Ghana. Voilà les Mazimba Ngana, deuxième empire et deuxième royaume, parmi ces royaumes immatériels, ces empires immatériels qui n'ont jamais été touchés. D'où repose le socle de la souveraineté de chaque Africain. La souveraineté de l'Afrique ne vient pas des textes aujourd'hui rédigés par l'Occident. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont donné ces droits, mais c'est un droit d'abord divin. Parce que chaque être africain a été créé comme dans la lignée, je dis la personne humaine de l'Afrique a été créée comme une forme de troisième souverain. Parce que les divins, les dieux, ce qu'on appelle les dieux, les divins sont des souverains. Les éléments de la création de la nature sont des souverains. Et derrière eux, justement, vient l'homme ou la personne humaine sortie d'Afrique qui a été créée par ces bases des souverainetés. Alors, ici résidaient les Ngoma Lungundu, les tambours sacrés. Les tambours sacrés ici. Comme on le disait, lorsqu'un Kwame Nkrumah avait compris que représentaient les Mazimba Ngana, c'est pourquoi cet homme est devenu comme le premier batteur du tambour pour l'unité de l'Afrique. Lorsqu'il a lancé ses courants politiques en Afrique, parlant du panafricanisme. Il a tapé sur le tambour sacré. Ces tambours aujourd'hui, on rentrera dans le sens des choses pour comprendre. Alors, dans le Mazimba Ngana, le tambour sacré a imposé le 7 rythmes, d'où sont partis tout le rythme de musiques africaines. Mais il y a 7 rythmes de base. C'est 7 rythmes de base qui résidaient dans le tambour sacré, c'est-à-dire qui étaient à la fois le feu de Dieu et le porte-parole des ancêtres, et qui étaient gardés et qui résidaient dans le Mazimba Ngana, si vous voulez, le royaume de l'Ashanti et le royaume du Ghana. Voici les 7 rythmes du tambour sacré
qui ont été posés, les 7 rythmes de la création. Et ce sont ces mêmes rythmes-là que nous utilisons lorsqu'il faut créer, que nous avions utilisé aussi lorsqu'il fallait créer ces royaumes, lorsqu'il fallait créer ces empires. C'est aussi les rythmes que le Créateur a utilisés pour créer l'univers et les systèmes solaires. Ce sont ces mêmes rythmes-là qu'on nous expliquera et que vous voyez dans des traditions africaines et dans des cultures africaines qui sont parfois, si vous voulez, exécutés et exprimés par des danses. D'où l'on suit ces rythmes-là, ces mouvements. Hein? Le rythme, c'est le mouvement de la création. Donc, pour que vous compreniez la dimension haute et métaphysique qu'il y a derrière, c'est les rythmes de la création, le mouvement de la création. Et ce sont ces rythmes-là qui sont exprimés dans différentes cultures, je dirais même dans différentes maisons initiatiques africaines. Alors, le premier rythme imposé par le tambour sacré, c'est le Kumina. Le Kumina est le premier rythme de la musique africaine. C'est rythme de Kumina. Deuxième rythme, c'est le Ngoma. Le Ngoma qui est souvent joué au Congo. Le Kumina, aujourd'hui, vous le voyez vers les peuples africains qui ont été déportés vers le Brésil, le Cuba. Vous voyez le Kumina. C'est un rythme de la création. Et ces rythmes-là, ces métaphysiques, ce sont des... Voilà, nous avions dit la version ésotérique restera, mais nous donnerons la version exotérique. Donc voilà le Kumina, premier rythme. Le Ngoma, souvent joué au Congo. Le troisième rythme, c'est le djembé. Dans le mariage soninké ou le mariage bambara, vous voyez souvent les femmes danser sous ces rythmes-là du tambour du djembé. Quand ils font ces cérémonies de mariage, il y a le djembé qui se joue. C'est un rythme de la création. Alors ceux qui ont la lecture du monde ou ceux qui résident dans le secret de la création comprennent quand ces choses-là se passent. Comprennent ce qu'on appelle le rythme des djembés, qui savent lire la création et lire le monde. Comprennent le rythme des djembés. Mais ici, le monde est fait selon ces rythmes. Quatrième rythme, imposé par le tambour sacré. Le Ngoma Lungundu, tambour sacré, porte-parole des ancêtres et feu divin. C'est le Mende. C'est le quatrième rythme, imposé par ces tambours. Le cinquième rythme, c'est les Wala. Les Wala. Je pense que les Africains comprennent bien ce que je suis en train d'énumérer ici. Pour que je ne rentre pas dans des versions ésotériques de choses. La version exotérique que tout le monde voit. Vous le voyez dans des festivités. Vous le voyez dans des danses. Chez les Aoussa, chez les Bambara, chez les Soniké, chez les Congo. Vous voyez toutes ces danses-là. Donc, comprenez que ce sont des rythmes de la création imposés qui viennent du tambour sacré. Qui résidait dans le Mazimbangana, le deuxième royaume. Les Guosiwa. Les Guosiwa, sixième rythme sacré. Et sixième rythme de la création aussi. Le septième et dernier rythme de la création, c'est le Goka. Goka. Voilà les 7 rythmes qui résidaient dans les Mazimbangana. Émanation du tambour sacré, Ngoma Lungundu, porte-parole des ancêtres et fait de Dieu. Quand vous assistez dans des cérémonies et vous voyez le tambour africain jouer, ceux qui savent lire, ils savent que nous passons des rythmes du Kumina, au Ngoma, au djembé, au Mende, au Wala, au Bosiwa et au Boka. Il y a des rythmes évidemment qui sont sortis de ça, mais les 7 premiers, les bases sur lesquelles d'autres rythmes ont évolué partent d'ici. Voilà les 7 rythmes. Là où résidait le tambour sacré, le porte-parole des ancêtres, c'est-à-dire le premier batteur de tam-tam, les premiers esprits qui ont dit que c'est fini, qu'il fallait l'indépendance, il fallait la souveraineté, que c'est fini, il fallait construire ses empires, que c'est fini, il faut lever l'Afrique. C'est ces rythmes-là. Alors, quand vous demandez au peuple, ou vous criez devant le monde, l'heure de la libération est arrivée, vous devez avoir la science de ces rythmes-là, pour pouvoir conduire le peuple, parfois au rythme des Kumina, parfois au rythme des Ngoma, parfois au rythme des Djembé, parfois ainsi de suite, vous allez créer le monde et créer cette nouvelle vie pour notre mère patrie l'Afrique. Ces royaumes, ces Mazimbangana étaient régis par les lois de vigilance. Lorsque ces tambours-là s'est joué, c'était d'abord ça, on faisait appel à la vigilance. Les lois de vigilance, appelées les lois des Sukika. C'est les lois de vigilance, incarnées par elle-même, celle qui est considérée à la fois, je précise, comme la reine du Congo et la reine du Ghana. Parce que c'est le même entité. Ceux qui connaissent, si je dois donner le nom de cette entité qui réside dans ces tambours sacrés, pour bien que ce sont des questions ésotériques, si je dois donner, je vous renvoie dans les chansons de l'Empire Bakuba.
Alors, je vous parlais de l'Empire, mais vous ne comprenez peut-être pas ces choses-là. Allez-y comprendre la notion de Empire Bakuba. C'est un groupe musical de la République démocratique du Congo. Empire Bakuba. Animé par les grands éléphants de la musique africaine. C'est comme ça qu'il était considéré parce qu'il était aussi le grand éléphant de la musique africaine, non seulement par sa taille, mais par ce qu'il représentait. Pépé Kale Yampania. Pépé Kale Yampania. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas aller trop loin dans certaines choses, mais je vous renvoie dans un des cris qu'elle renvoyait. Sankai, oui Sankai, et la musique jouée. Alors à ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Le troisième empire ou troisième royaume. Mazimba, Mwene, Mupata. Les Mazimba, Mwene, Mupata, ou cet empire que vous appelez aujourd'hui l'empire des Zimbabwe, était régi par ce qu'on appelle les lois des Kinchweki, c'est-à-dire les lois des secrets. Ici, les Mazimba Mwene Mupata, hein, d'où on apprenait comment voler les êtres célestes. Quand vous allez dans des tours aujourd'hui qui sont matériels au Zimbabwe, des grands tours qui ont été retrouvés, des grands murs, vous comprendrez la science, comment est-ce que les hommes Kimpungu Pungu, les hommes qui savent voler et rentrer dans ces tours-là. Donc, on va s'arrêter là parce qu'on avait dit c'est uniquement des questions exotériques qui nous intéressent pour donner la science historique, anthropologique et toutes les sciences humaines que vous voulez et garder les sciences ésotériques pour ceux qui seront avertis à recevoir ces messages-là. Donc, je disais que le Mazimba Mwene Mupata était régi par les lois des Kinchweki, les lois des secrets, d'où l'on devait garder le secret principalement de nos minerais. C'est ici qu'est régné le seigneur de mine. Le seigneur de mine, Congo, régnait ici. Et lorsque le roi de Congo jurait sur le Mwene Mupata, il était le seigneur de mine. C'est lui qui était là dans ces temples-là, dans ces Mazimba, que les gens considéraient comme le roi des Zimbabwe, n'était pas fondamentalement, hiérarchiquement par le pouvoir, le roi qui en soit, parce qu'il dépendait du seigneur, le Mani Congo, qui était le roi de Congo. Donc ici, le Mazimba Mwene Mupata, qui était aussi parmi ces 7 royaumes, qui représentaient le royaume Congo. Alors, la première pierre, donc nous parlons des minerais, les seigneurs de mines. J'utilise le terme minerais, parce que pour que vous ayez comprendre d'autres notions qu'il y a derrière. L'or. L'or est considéré comme le cordon sacré, par lequel s'exprime Nzambiampungu. Nzambiampungu est la divinité spirituelle, si vous voulez, la divinité africaine, hiérarchiquement la plus élevée en partant des hommes. Je précise, en partant des hommes. Quand nous sommes des hommes et que vous voulez aller spirituellement très loin, en Afrique, vous verrez Nzambiampungu. Mais quand on parle des dieux, par eux-mêmes, Nzambiampungu n'est pas aussi les plus élevés spirituellement parlant. Mais partant des hommes, ici sur Terre, il n'y a aucune énergie spirituelle, aucune puissance spirituelle au-dessus de Nzambiampungu Tulendo. Vous pouvez prononcer tous les noms des divinités que vous voulez, mais Nzambiampungu est au-dessus de ce genre pour chaque homme africain et chaque femme africaine. Alors, je vous renvoie dans un livre de Barack Obama, d'où il parlait, je ne vous donnerai pas les titres, mais allez-y chercher, où il parlait de sa famille et l'origine de sa famille kenyane, de son père, et il parlait de Nzambiampungu. Allez fouiller, vous verrez ces choses et vous comprendrez certains éléments de base, parce qu'il était capable, lui, de remonter le cordon ombilical de ses ancêtres, de sa lignée paternelle jusqu'à 18 générations possibles. Donc, ce sont des bases qui peuvent vous aider à aller comprendre certaines choses. Je prends des éléments, non pas des gens avec qui nous sommes dans la même en scène, où nous résidons dans la même conception du monde, mais je prends des exemples qui vous parleront, qui vous seront palpables, que vous pouvez facilement comprendre, parce que ce sont des personnalités peut-être connues. C'est pourquoi j'ai cité Pépé Kale Yampania, c'est pourquoi j'ai cité Barack Obama. Sans pour autant que vous me fassiez la confusion de choses en mélangeant moi Zoulou avec ces représentants du capitalisme américain. Donc là, il faut que l'on soit clair. L'or, le cordon sacré par lequel s'exprime Nzambiampungu, c'est ces minerais-là. C'est le minerai divin. C'est là, par là, quand vous voulez parler aux esprits le plus élevés, spirituels de l'Afrique, c'est l'or. C'est par l'or que ça se passe. Deuxième minerai, l'argent. Vous avez vu beaucoup d'Africains ont l'habitude d'avoir l'argent sur eux.
Hein, c'est transmetteur d'énergie ancestrale. Beaucoup ont l'habitude de... Donc, allez-y vous renseigner parce qu'il faut qu'il y ait aussi un effort de votre part, de faire un effort d'aller vous renseigner pour comprendre mieux l'Afrique. Au lieu d'être surchargé sur de notions coloniales qui jusque-là vous ont dérouté de la voie essentielle. Troisième, le diamant. La science mystique ou ésotérique qu'il y a derrière les diamants, c'est la science que nous appelons le Mandombe. C'est la science de la femme noire. Les mystères enseignés de la femme noire. Les mystères que les catholiques ont appelés la Vierge noire. Mais les mystères profonds de la femme noire. C'est ça qu'il y a derrière les diamants. Quand on comprendra véritablement qu'est-ce que ça symbolise, on comprendra les mystères, j'ai dit bien. Les mystères et l'existence de cette créature qu'on appelle la femme noire. Donc, bien évidemment, c'est ici qu'il y a ces mystères-là. Donc, ce sont des questions qui sont toujours ésotériques, mais que nous pouvons ouvrir progressivement compte tenu de l'évolution de ceux qui recevront ces messages. Quatrième, c'est le cuivre. Ou aussi dit Shaba. Ou Makaba. Alors ici, toutes les personnes qui vont vers la Mecque, autour de la pierre noire, le Kaaba, il y a une chose qui se passe, mais moi je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas, je dirai à certaines personnes ésotériquement. Mais je voudrais vous dire ici le cuivre, parce qu'il y a des mangeurs de cuivre. C'est un terme qu'il faut comprendre autrement, mais tous les âmes, ou si je toutes les âmes de nos ancêtres, gardiens de la terre de l'Afrique, résident dans ces minerais. Toutes les personnes qui font le commerce du cuivre, ou qui vendent le cuivre à l'étranger, à l'extérieur, vendent les âmes de nos ancêtres qui étaient gardiens et qui sont gardiens de la terre de l'Afrique. Je dis bien, toutes les personnes qui font le commerce du cuivre vendent les âmes de nos ancêtres qui sont gardiens de la terre d'Afrique. Parce que c'est dans le cuivre que résident tous les âmes qui sont gardiens de l'Afrique. Ça soit des âmes humaines ou des âmes je ne sais pas quoi, mais toutes ces âmes-là, parce que vous connaissez que la science spirituelle de l'Afrique parle de l'âme, que les gens ont traduit par animisme, dans chaque composant, dans chaque être vivant ou de la création. Donc, ces âmes-là, qui sont gardiens de la terre d'Afrique, bien évidemment dans le cuivre. Il y a une façon de faire revenir ces âmes-là en soi, en utilisant le cuivre. Ce sont des notions qui sont ésotériques, comme on l'avait dit, qui seront enseignées des techniques pour permettre à certains qui souhaitent être les gardiens de la terre d'Afrique, de veiller sur notre terre, de pouvoir faire revenir ces âmes gardiens de notre terre. Nous avons les Lusinzu. Les Lusinzu, c'est la pierre noire. Et cette pierre noire parle tous les éléments qui font référence à la pierre noire. Il y a les coltones. Il y a beaucoup de pierres noires que vous connaissez. Beaucoup de pierres noires. Tous ces éléments-là qui partent de la pierre noire partent des Lusinzu. Lusinzu, vous voyez ici, il y a Nsi et il y a Nzu. C'est le pays céleste, ou si vous voulez, Nsi, c'est la terre, Nzu, c'est le ciel. Le ciel et la terre. C'est la pierre qui était dans les autels de nos ancêtres, avant l'arrivée des Occidentaux, avant l'arrivée des Orientaux, principalement de musulmans et de chrétiens occidentaux. L'Africain, quand il faisait l'autel, ce que vous appelez tabernacle pour ses ancêtres, il mettait sous, par exemple, la nappe ou le voile qui était dessus, il mettait la pierre des Lusinzu. Quand les Occidentaux sont arrivés, et les musulmans, ils se sont partagés la pierre des Lusinzu. Les Occidentaux ont pris la pierre. Cette pierre-là, c'est ça qui réside dans le tabernacle de toutes les églises catholiques et de la première des églises catholiques construite au Vatican. L'église mère, je dirais, disons. L'église mère catholique qui réside au Vatican, c'est là qu'on met une partie de la pierre, de notre pierre Lusinzu. L'autre partie de la pierre Lusinzu a été mise là où il y a la Mecque. Là où il y a la Mecque, une partie, lorsque les Orientaux sont arrivés, lorsqu'ils ont brisé les Lusinzu, ils ont pris ces deux pierres-là, ils les ont apportées. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, du fait que la pierre noire a été volée, la pierre noire a été détruite, la pierre noire a été brisée, il s'est fait que les tabernacles de l'Africain est soit chrétien ou soit musulman de manière générale et en masse. Donc voilà d'où est partie cette division et qu'il faut restituer. Il faut rendre ces terres. Ceux qui ont pris la terre noire de la pierre noire de l'Afrique, les Lusinzu, ils doivent rendre ça aux Africains. Sixième, nous avons le malachite.
il y a des montagnes de malachites dans le pays qu'on appelle le pays des Grands Lacs, où on retrouve des montagnes de malachites. Alors la science des volets et la science de la perception, de la vision claire, réside ici. Je ne rentrerai pas trop loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pierres dont on vous parle. Non, je vous parle des bases essentielles de ce qui constitue le mystère des Mazimba, Mwene Mupata, les choses qu'on devait garder secrètes. Parce que les autres pierres, si je cite ici, je peux vous en parler en long et en large. Mais ces pierres que je cite ici, les choses qu'il y a, je suis dans l'obligation de respecter les lois des Kinchweki, les lois de secret. Ne pas vous dire longuement sur ces questions-là. Et enfin, il y a le saphir. C'est le minerai de la terre. La terre de l'Afrique est résumée par ça, le saphir. Et si on vous donne ça on vous donne la terre de l'Afrique. Parce que la science vraie de ce que les gens astronomiques, qu'on peut appeler par exemple de l'étoile Sirius, lorsque cette étoile est descendue sur Terre, c'est à ce moment-là, en ces lieux-là, où l'étoile Sirius était descendue, c'est là qui a donné naissance à ces minerais qu'on appelle saphir. C'est né là où l'étoile Sirius est descendue. Et tous ceux qui connaissent le mystère de l'étoile Sirius, plus loin, à mes amis et à tous les grands initiés Dogon que je salue, ils savent de quoi je parle. Alors je prie que ces choses-là ne continuent pas et ne continuons pas à les dire autant à ces gens-là qui, vous savez, les conséquences que ça peut avoir sur la stabilité de notre terre et de notre monde. La suite très prochainement, seulement sur Bobisso Media. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bien cochez la cloche pour être averti de la mise en ligne de nos vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. À très bientôt.